Chronique mensuelle d'histoire de la franc-maçonnerie, publiée sur gadelu.info. Ça s'est passé en mai 1816, la fin de la loge de réconciliation. C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube là? Hervé H. Lecoq. Oh, c'est pénible à chaque fois, faut taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner, la cloche, toute. Comme ça, moi j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo, tous les dimanches matin à 9 h. Et puis tu sais quoi, je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme depuis la vidéo, comme ça au moins c'est réglé, elle arrêtera de me demander le lien. Hé hé. Réconciliation. Si dans la Bible la réconciliation concerne le rétablissement de la relation que l'homme a perdue avec Dieu depuis le péché originel, en passant par le sacrifice du Christ, pour le maçon du XIXe siècle en Angleterre, le terme a un tout autre sens. Après plus de 60 ans de conflit, ceux que l'on a nommés les anciens et les modernes ont trouvé un terrain d'entente en 1813 et se sont unis pour former la Grande Loge unie d'Angleterre. Mais parler de la Loge de Réconciliation, c'est un peu comme parler de la franc-maçonnerie de la Grande Loge d'Angleterre des modernes d'avant 1723. Nous n'en avons que peu de traces écrites, et pas de première main, car aucune transcription n'a été réalisée par leur secrétaire. En effet, cette loge de réconciliation, constituée en 1813, n'a gardé absolument aucune trace de son existence directe. Alors que peut-on en dire? Et surtout, pourquoi ce qui se passe en mai 1816 est important? Eh bien, tout d'abord, faisons ici un peu d'histoire maçonnique britannique, puis intéressons-nous à son but, et enfin, regardons ce qu'elle a concrètement produit. De quoi parlons-nous? Qu'est-ce que la loge de réconciliation? Voici quelques années, nous fêtions le bicentenaire de l'union des Ancients et des Moderns qui se déroula en décembre 1813. Mais si l'union était officielle sur le papier et dans les cœurs des grands officiers qui participèrent à la célébration, prenons-nous à rêver, il en allait tout autrement dans les loges des différents royaumes britanniques. La querelle des anciens et des modernes, comme on aime à la nommer, n'allait évidemment pas pouvoir s'estomper par la volonté farouche du duc de Sussex, même si celui-ci se mettait à tapoter d'un doigt réprobateur sur la table. Il fallait une puissance unificatrice forte afin de pouvoir avancer. Ainsi, à la manière de Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, nous pouvons dire que pour la Nouvelle Grande Loge dans son rapport avec ses frères, au pays de l'Empire britannique où s'étendent les ombres, un rituel pour les gouverner tous, un rituel pour les trouver, un rituel pour les amener tous, et dans la lumière les lier. C'est ainsi que commença la quête de la communauté de la Loge Réconciliation, qui ne s'acheva que par une tenue spéciale le 3 mai 1816, suivie par une tenue spéciale de Grande Loge le 20 mai, et l'adoption de ces rituels en juin 1816. Mais pour expliquer ce qu'est réconciliation et comprendre l'importance de ces deux tenues spéciales du 3 mai et du 20 mai 1816, revenons 7 ans en arrière. Nous sommes en 1809 et, attaquée depuis 1751 par les anciens, la Grande Loge des modernes forme ce qui se nomma la Loge de promulgation, pour revenir aux anciens landmarks et les transmettre à ses frères. Parmi ses membres, le duc de Sussex, maître de la loge Antiquity No. 2, sixième fils du roi George III, et franc-maçon dont le nom est à se remémorer par la suite. Il est important de revenir à cette création de 1809 car, même si historiquement, les modernes sont plus anciens que les ancients, dans les années 1810, rappelons-le, ces modernes sont moins nombreux. Reconnaître les anciens landmarks, c'est aussi assurer sa subsistance face aux attaques répétées du camp adverse. Et les anciens ne sont pas dupes, ils surveillent de près ces travaux. Ainsi, en 1811, ils leur demandent où ils en sont dans leurs recherches. Et la loge de promulgation répond alors très diplomatiquement à leurs ennemis qu'ils étaient résolus à revenir aux anciens landmarks, mais uniquement après avoir acquis la certitude d'avoir trouvé ce qu'ils étaient justement. Ce qui, en termes de politique maçonnique, signifie « laissez-nous tranquilles, nous ne sommes toujours pas d'accord avec vous, mais on travaille ». Les deux grandes loges tombent alors d'accord pour former des comités afin de négocier les termes d'un accord commun. Mais le seul problème, c'est que le comité des anciens n'avait qu'un pouvoir d'observation et ne s'engageait en rien sans l'aval de sa grande loge. Imaginez une loge où la moitié des frères sont obligés d'aller voir le grand maître à chaque fois que le vénérable maître propose un vote. Pas étonnant que le travail ait duré de si nombreuses années. En octobre 1812,
de guerre lasse, les anciens donnent les pleins pouvoirs à leur comité et le travail sérieux commence. Mais peu de temps après, en janvier 1813, le grand maître des modernes se doit de démissionner, et le duc de Sussex, celui de la loge de promulgation, le remplace comme grand maître des modernes. L'unification est décidée, mais c'est un processus long et ardu qui nécessite encore un prérequis. Celui-ci arrive le 25 novembre 1813, date à laquelle est validé un accord sur les articles de l'Union par les grands maîtres et leur comité à Kensington Palace. Dans ces articles, on voit apparaître l'établissement d'une loge de réconciliation à vocation temporaire, article 5 de l'Union. Notons ici que le terme réconciliation est plutôt faux. En effet, pour se réconcilier, il faut d'abord avoir été d'accord. Il serait beaucoup plus juste de parler lors d'une loge de conciliation. Mais loin de nous l'idée de révolutionner la sémantique maçonnique du XXIe siècle. D'autres le font bien mieux que nous. Et d'ailleurs, ce poids de la tradition pèse également sur les épaules des partis en présence à cette époque. En effet, il est évident que pour les deux camps, après avoir passé plus de 60 ans à dire que l'autre camp n'était composé que de ruffians et autres sacripants incapables de différencier la supériorité du rhum de la Jamaïque, initiale J, sur celui de la Barbade, initiale B, ou vice-versa, eh bien, pouvoir réussir à faire accepter qu'ils s'unissent n'est pas une chose aisée. Quelques jours plus tard, voyons-y un acte de la divine providence. Non, en fait, c'est totalement politique. Le 1er décembre, juste avant l'union, le duc d'Atholl cède la grande maîtrise des anciens au duc de Kent, frère aîné du duc de Sussex et père de la future reine Victoria. Les deux grands maîtres sont donc frères et fils du roi, comme c'est pratique. On forme alors cette Lodge of Reconciliation, prévue par les textes le 7 décembre, où sont admis des passés-maîtres et des maîtres des deux camps. Et quelques jours plus tard encore, les deux grandes loges célèbrent leur union le 27 décembre 1813 lors de la Saint-Jean d'hiver. Pour mémoire, imagine la scène. Tous les dignitaires des deux grandes loges sont réunis dans deux pièces différentes. Chacun ouvre les travaux à son rite. Sur l'ordre de leur grand maître, ils se lèvent et partent en procession dans le temple principal où ils se réunissent. Au nord et au sud, sur les premiers rangs, les maîtres vont s'asseoir. Règle du Junior First oblige. Puis derrière eux, tous les surveillants. Enfin, au fond, contre le mur, les passés-maîtres. À l'Orient, un trône placé au milieu. De chaque côté, les grands officiers de chaque loge. Et de chaque côté de ce trône, précisément, les deux grands maîtres. Une élection se fait et le grand maître des modernes devient celui de la nouvelle grande loge unie d'Angleterre. Ce grand maître, bien sûr, c'est le duc de Sussex. Mais l'union des deux grandes loges ne s'arrête pas à une simple cérémonie de célébration, puisque nous l'avons vu, une loge de réconciliation, je persiste à dire qu'on devrait parler de loge de conciliation, sachez-le, est constituée. Son but, celui d'entamer un processus de standardization of ritual, procedures and regalia, ce qui se traduit 3 ans plus tard, à l'issue de la fin des travaux de la loge de réconciliation en 1816, par la création des loges d'instruction. Car après être tombé d'accord sur ce qui était de bon ton de faire, il faut ensuite le transmettre. C'est la raison de la création notamment de la loge d'instruction Stability en 1817 et qui donne vie à la Emulation Lodge of Improvement à partir de 1823 pour rassembler les loges. Mais ceci est une autre histoire. D'accord pour son but, mais qui compose cette loge? Dans l'article 5 de l'Union de 1813, nous l'avons vu plus haut, une loge de réconciliation est décidée. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette loge que l'union se fera. En effet, il y est décidé que les deux grands maîtres se devaient de désigner chacun 9 maîtres pour se réunir dans un lieu convenable. Chacun se devait alors d'ouvrir une tenue de manière accoutumée dans des pièces séparées, puis elles devaient donner et recevoir mutuellement et réciproquement les obligations des deux fraternités, et que ces deux délégations se devaient ensuite de constituer une loge dite Lodge of Reconciliation. Parmi les participants à cette aventure, au fil du temps, notons le révérend docteur Samuel Hemming, 1767-1828, pour vénérable maître, mais aussi des frères tels que Harper et White, trésorier et secrétaire, et les frères James McCann et Peter Thompson. Vous pourrez consulter des éléments biographiques sur ces membres dans le Ars Quatuor Coronatorum de 1910, volume 23, disponible en ligne avec un peu de recherche, mais intéressons-nous plus précisément
au révérend Dr Samuel Hemming, directeur de l'école de Hampton de 1803 à 1828, mais aussi franc-maçon reconnu pour sa maîtrise des rituels. Initié en 1802, il fut nommé un des 2 grands surveillants de la nouvelle Grande Loge unie d'Angleterre en 1813. Notons par ailleurs que dès 1938, à la fondation de la Old Hamptonian Lodge, le vénérable maître et ses surveillants avaient, avant de clôturer leurs agapes, l'habitude de porter un toast. Ce toast était destiné à Samuel Hemming, car selon eux, il est plus que toute autre personne le père de nos rituels. En 1813, ce frère ayant 11 ans de maçonnerie derrière lui est alors vénérable maître depuis 5 ans de la Lodge of Harmony. Le frère est respecté et surtout connu pour sa capacité de restitution des rituels. Notons qu'en Angleterre, l'exécution du rituel se fait en par cœur. Il se voit alors confier la tâche de mettre tout le monde d'accord et d'unifier la franc-maçonnerie du royaume, et donc du monde. Que Dieu lui vienne en aide. De là à dire que la franc-maçonnerie anglaise n'est due qu'à la volonté d'un directeur d'école, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas, car, bien évidemment, il n'agit pas seul. Il a ses frères, mais il a aussi le duc de Sussex, avec qui il travaille activement, que ce soit pour la loge de réconciliation ou pour sa loge d'harmonie, qui a eu notamment des déboires avec les tenanciers de la taverne dans laquelle lui et ses frères se réunissaient, le Toy Inn. 3 ans plus tard, en 1816, les choses sont très compliquées pour Hemming. Habitant Hampton, les trajets incessants jusqu'à Londres sont coûteux, pénibles, et le tiennent écarté de la gestion compliquée de son école. Notons qu'Hampton se situe à plus de 20 miles de Londres, soit près de 30 km, ce qui fait un bon câble de halage pour l'époque. Mais le 3 mai 1816, le rituel est prêt à être présenté officiellement au grand maître, l'attention est à son comble, on organise alors une tenue spéciale pour présenter le fruit du travail collectif au duc de Sussex, toujours grand maître de la Grande Loge unie d'Angleterre. Le duc est satisfait, et 3 semaines plus tard, le 20 mai, une tenue de Grande Loge spéciale a lieu. Y sont présentées toutes les cérémonies et les éléments ritueliques préparés durant ces 3 longues années. Le travail de cette loge provisoire peut donc enfin s'arrêter. Toutefois, pour les frères et les sœurs n'ayant jamais assisté à une tenue dite anglaise, il est utile de préciser quelques éléments. Tout d'abord, sachez que dans la maçonnerie britannique, la notion de travail en loge est différente de celle existant par exemple en France, puisqu'elle n'existe pas. On ouvre une loge, on la ferme, et c'est dans l'exécution parfaite de mémoire que le maçon tire la satisfaction du travail accompli. Tout au plus, lorsque des tenues d'instruction ont lieu, on peut assister à des lectures, dont les plus célèbres sont celles de William Preston, dites Prestonian Lectures. Mais le lecteur a averti, notera qu'Hemming en propose d'autres, différentes de celles de Preston. Tout d'abord, les loges ne sont pas dédiées aux 2 Saint-Jean, mais à Moïse et Salomon par exemple, dont la fête tombe le mercredi après la fête de Saint-Georges, patron de l'Angleterre, le 23 avril. Mais revenons à la loge de réconciliation. Ne sont donc concernés dans ces travaux que les cérémonies de réception, passage et élévation, ainsi que les ouvertures-fermetures. Et ce travail ayant réussi à contenter les 2 anciens camps en présence est alors formellement adopté le 5 juin 1816 à la tenue de Grande Loge, dite Quarterly Communications. En récompense pour ses efforts, Hemming sera alors fait Senior Grand Warden, premier grand surveillant, la même année, puis grand chaplain l'année suivante. Naturellement, puisque nous sommes en franc-maçonnerie, que la franc-maçonnerie n'est composée que d'êtres humains, après sa mort, la jalousie à son encontre ressurgira. Ainsi, parmi les allégations à son égard, notons l'accusation que la gloire qu'il tira de son travail aurait été usurpée en raison de troubles mentaux dont il aurait souffert et qui auraient poussé d'autres frères à réaliser la tâche à sa place. Théorie qui peut s'écouter, sauf à noter que jusqu'en 1826, les travaux professionnels d'Hemming au sein de son école montrent qu'il est parfaitement sain de corps et d'esprit. Ce n'est qu'en 1826, soit 10 ans après la fin de la réconciliation, qu'il fut atteint d'une paralysie incapacitante. Mais pour comprendre ces rumeurs, peut-être faut-il savoir que dès la fin de la loge de réconciliation, il se retira de la vie maçonnique londonienne, et même s'il fut membre ensuite de la loge d'instruction Stability, créée en 1817, pour surveiller la manière dont son travail était diffusé, une page était tournée. Alors, malgré la langue du bon renom, il a toujours été plus facile de médire sur un frère en son absence qu'en sa présence. Et là, vous pourriez arrêter l'écoute de cette vidéo et vous dire que vous avez obtenu suffisamment d'informations.
rien n'est plus faux. Quelle est l'action de cette loge et qu'en sort-il? Cette révision du rituel dura donc de 1814, date des premières réunions de travail, à mai 1816. L'arc royal ne le sera que dans les années 1834-1835. Et en fusionnant ces deux grandes loges, on peut se demander qu'est-ce qui a changé au niveau des rituels. Bien, dans les articles de l'Union, tout d'abord, on affirme que la maçonnerie originelle consiste en 3 grades, ou degrees, faites votre choix. L'arc plus l'arc royal, hein, rien d'autre. Élément qui pourrait en rendre certains verts de rage. Les cérémonies se rapprochent de celles des anciens, le rituel proposé par la loge de réconciliation revoit les obligations au premier et deuxième grade, l'ouverture-fermeture, la cérémonie d'installation, et on introduit la fonction de diacre des anciens, deacon en anglais. Mais rien n'est obligatoire. En effet, il s'agit d'établir la base officielle de la nouvelle Grande Loge unie, et non de déposséder les loges de leur diversité. On établit ainsi une version rituelique où l'ordre de préséance des actions à réaliser est unifié, mais on n'empêche pas les spécificités de chaque loge. Ainsi, usage est gardé de conserver le droit à chacun d'afficher un tableau ou tapis de loge, ou pas selon leur usage. Et ce n'est pas tout, car Hemming et ses frères déchristianisent également les rituels pour faciliter l'initiation des non-chrétiens, car en reconnaissant toutes les religions, et pas une seule en particulier, la franc-maçonnerie de l'époque démontre qu'elle ne se veut pas être une religion. Mais se pose alors un problème. Personne n'a couché par écrit les rituels de l'âge de réconciliation. La Grande Loge d'Angleterre n'autorisera, et encore pas officiellement, les versions écrites des rituels qu'en 1969, en passant par justement Ars Scriptura Coronati, bref. La loge elle-même s'y oppose, même très fortement, malgré l'obstination du frère Thompson, qui fut obligé d'être sermonné pour sa volonté de coucher par écrit ces rituels d'ailleurs. Ce qui implique que des supputations de tout ordre sur les termes employés durant les cérémonies sont donc légion, et strictement rien ne permet à l'heure actuelle de dire avec certitude quels étaient les rituels de la loge réconciliation. Cette non-consignation pose alors elle-même un problème. On unifie des rituels, mais on ne les écrit pas. Alors comment diffuser la version officielle? Le problème ne se pose absolument pas en ces termes, car tout ce travail ne servait qu'à une seule et unique chose: fournir une base pour le futur afin de s'assurer que le travail réalisé dans les différentes loges d'instruction se conformait bien à celui établi par la Grande Loge, évitant ainsi les risques d'une résurrection de l'une ou de l'autre Grande Loge défunte en inversant des lettres par exemple. Ce qui importe n'est donc pas le rigorisme verbal. Ce qui importe, c'est l'esprit et le consensus trouvé sur ce qui était considéré comme acceptable et ce qui ne l'était pas. D'ailleurs, lorsque la loge de réconciliation présente officiellement ces rituels, bien malin aurait été le frère qui aurait pu se lever en disant « Il s'est trompé !» vu que rien n'était fixé et que la loge avait tout pouvoir pour présenter ce qu'elle pensait être le désormais seul rituel acceptable. En conclusion, bien évidemment, comme on peut s'y attendre, avoir un rituel commun ne suffit pas pour unir des loges. Et l'union des loges ne fut pas facile, car on ne s'attend pas à ce que toutes suivent ce rituel unifié. Beaucoup ne le feront d'ailleurs pas, que ce soit en Angleterre ou en Écosse, maçonniquement fâchée depuis 1804, enfin, sauf en Irlande, où, soyons simples, on l'impose juste complètement ces nouveautés. Mais dans les loges factieuses, prenons ainsi l'exemple en 1819 des loges du Lancashire qui furent suspendues car elles refusaient d'accepter les changements et qui se réunirent pour former ce qu'on a nommé la Grande Loge Wigan jusqu'aux années 1830-60, où fatiguées de s'opposer, ces loges revinrent dans l'obéissance progressivement. Et d'ailleurs, notons que même si l'instruction officielle commença dès 1817, elle ne réussit pas à s'imposer et quelques années plus tard, le 2 octobre 1823 plus précisément, fut créée la Emulation Lodge of Improvement for Master Masons. Ces travaux continuèrent et donnèrent lieu au rituel que l'on connaît en France désormais sous le nom de rite anglais style émulation, ou à la GLNF, rite émulation. Dans les années 1830, mais ceci est également une autre histoire. Allez, bis frat!